Anne, vous êtes fan de Soria Bonali. J'étais fan, oui, quand j'étais petite, de Soria Bonali et de tous ces champions du patinage artistique. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu de médaille d'or là au championnat du monde de patinage artistique qui viennent de s'achever à Nice samedi. Il y a eu une seule médaille pour la France. Petite médaille. Une petite médaille. Enfin, deux bronze. médailles puisque c'est un couple. C'est ça. Nathalie Péchala et Fabien Bourza en danse. Ils sont jolis. Les messieurs, on attendait Brian Joubert, on attendait le nouveau prodige Florent Amodio. Ils ont fini respectivement 4e et 5e. Et puis après, chez les dames, une 12e place et une dernière place dans le couple pour les Français. Alors voilà, ça c'est ce qui a été fait des Français. Est-ce que vous pensez, alors je m'adresse au directeur technique du Montpellier Agglomération. Sylvain Privé qui est avec nous. Patinage, Sylvain Privé. Votre avis d'entraîneur, de professionnel, est-ce que vous pensez qu'on a des chances pour les JO de Londres là avec ces Français que je viens de citer? C'est un peu court pour remonter la pente d'ici 3 mois. Là. Alors sur les JO de Londres, non puisque c'est les Jeux Olympiques d'hiver un peu. Voilà, bonne question. Non, pardon, pour les prochains JO. Mais oui, sur les Jeux Olympiques. Non, je voulais pas dire Londres. On a 2 ans. Voilà, on a 2 ans. Sur les Jeux Olympiques, voilà, qui auront lieu en Russie, là effectivement, les chances de médaille sont quand même importantes. Et pourquoi pas sur la Tamise? C'est jamais avec le changement climatique. Arrêtez de ramer là, Non, on a fait, en tout cas, l'équipe de France a fait une très bonne performance d'ensemble sur ces championnats du monde, parce qu'effectivement, on a quand même une médaille en danse sur glace. C'est une discipline qui est très concurrentielle. Et puis nos garçons qui sont brillamment comportés, parce que le niveau était extraordinairement très haut cette année. Oui. Alors expliquez-nous déjà tout de suite la différence entre la danse et le couple. J'ai toujours eu du mal. C'est 2 disciplines, donc avec des couples. C'est ça. Alors, ce sont 2 disciplines effectivement différentes. La danse sur glace, ça apparenterait peut-être un peu plus à la danse de salon. Travail musical et surtout travail de technique de pas, de patinage. Le couple artistique, lui, s'apparente au patinage artistique, puisque il y a des sauts, des pirouettes en parallèle, et puis il y a des sauts lancés et des portées qui se rajoutent. Donc, on estime que c'est la discipline la plus difficile des 4. On disait que c'était un peu dangereux à une époque, parce que le monsieur projette la jeune femme des fois assez haut, il faut bien qu'il la rattrape. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est une discipline dangereuse. Voilà, faut beaucoup d'entraînement et beaucoup de persévérance pour cette discipline-là. Alors vous êtes directeur technique ici, pardon, excusez-moi, je m'intéresse, si je peux. Oui, vous êtes directeur technique de Montpellier Agglomération Patinage. Ça veut dire que dans quelques années, aux Jeux Olympiques, il y aura des jeunes Montpelliérains, Héroltais, Gardois. Je croise les doigts, ce serait extraordinaire. Les places sont difficiles. Voilà, on essaie avec notre pépinière de faire travailler ces enfants, déjà de pouvoir les détecter et puis de mettre en place toute une structure d'entraînement et de scolarité pour les faire patiner au plus. Et puis après, selon les performances, on avance ou moins. Et c'est sûr que si ces mondiaux de 2016 pour lesquels la France s'est portée candidate et Montpellier en particulier avec son aréna qui a 9000 places, je me rappelle, en configuration sportive, et donc si ça venait à se faire sur Montpellier, ça serait un énorme plus pour votre club. Oui, ce serait effectivement une belle vitrine en tout cas pour notre club et puis pour la discipline. Ça permettrait en tout cas à nos athlètes de voir et de toucher au plus près les grands du patinage de ce monde. Oui. Ça serait une excellente chance pour le club. Alors il n'y a pas que les grands champions que vous préparez, les grands champions de demain. Tout le monde peut faire du patinage artistique. Vous me disiez que même moi en quelques semaines, vous mettez au défi de me faire quelques sauts. C'est ça? Oui, tout à fait. Je vous y attends. Avec vos doigts. Avec joie. Non, c'est vrai qu'on peut enseigner et on enseigne de 7 à 77 ans. Il n'y a pas d'âge pour commencer. C'est vraiment ouvert à tous les âges et on avance au départ assez rapidement. C'est vrai que pour une grosse performance, il faut de nombreuses années d'entraînement, comme tous les sports de haut niveau. Mais assez rapidement, on tient sur ses patins et on peut faire quelques figures sympas. Oui. Sylvain, juste, si elle vient vous voir, vous nous prévenez, parce qu'elle n'osera pas, et nous on vient glisser une petite caméra. Voilà, tout à fait, je lui donne un petit coup de fil. Et craque les images en exclus sur les aléas du direct le lundi qui suit. Ça. Je dois faire déjà la pole dance, je vous rappelle. Oui, il y a pole dance déjà, et après il y a patinage artistique, vous en avez des engagements. Alors est-ce qu'on a le temps de voir quelques sauts très connus pareil, normalement on n'a pas le temps, mais pour vous on va faire un petit axel, le triple axel, le triple ces fameux sauts là, qu'est-ce que vous pouvez nous rappeler techniquement? Si on peut vite voir l'image. Alors il y a
différents sauts en patinage. Il y a des sauts de carte, des sauts piqués, et puis effectivement après on part sur de la simple rotation pour les jeunes enfants, même de la demi-rotation. Et puis avec l'entraînement, on attaque la double rotation, la triple rotation. Et maintenant les patineurs au niveau mondial sont maintenant à la quadruple rotation sur certains sauts, ce qui est très impressionnant. Et les juges n'ont pas le temps de compter le nombre de rotations. Merci beaucoup Sylvain Privé. Elle avait plein d'autres questions, mais elle vous les posera sur la glace. Tout de suite, les titres. Rendez-vous est pris, vous l'avez noté, pour Anne Lerminier sur la patinoire. Pour l'instant, avec Marlène, on va parler du triangle Feucher. Oui, on fera la visite du chantier du quartier du triangle de la gare à Nîmes, un programme immobilier de 43 000 mètres carrés porté par un promoteur privé. Au total, ce sont 400 logements qui devraient être réalisés, un projet dense qui ne serait plus possible aujourd'hui, car le nouveau plan de prévention des risques inondations, le fameux PPRI, qui est entré en vigueur au début de l'année, ne permet plus d'urbaniser de la même façon. Et puis après l'élimination, vous l'avez dit sans doute tout à l'heure, vous en avez parlé avec Olivier Brachard, après l'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions et le coup d'arrêt à la série de 39 victoires en championnat, le MAHB n'était pas vraiment en confiance. Quoi de mieux pour remonter la pente, donc une place en finale de Coupe de France, décidément. Les handballeurs montpelliérains se sont qualifiés samedi à René-Bougnol en battant Nantes, alors 36-26. La finale, ce sera Ivry-Montpellier à Bercy le 15 avril prochain. Et peut-être un 4e titre donc pour le MAHB. On parle claquette. Oui, avec le film des artistes, le film aussi César 5 Oscars. Il est muet, certes, mais Jean Dujardin et Bérénice Bejo y exécutent de nombreux numéros de claquettes. Le chorégraphe du film, Fabien Ruiz, était à Castelnau-le-Lez ce week-end. Pour l'association Claquettes en Vogue, il animait un stage de formation pour 150 personnes. Et la météo ? Ouais, ça se dégrade. Ça se dégrade demain, oui. De temps en temps, mais pas souvent. Hein. Pour une fois. Seulement, le soleil seulement sur Arles et Sainte-Marie-de-la-Mer dans la matinée. Ça se dégrade encore plus l'après-midi puisque des averses sont attendues sur toute la région. Les températures sont en baisse. Il fera entre 9 et 13 degrés le matin et entre 16 et 19 degrés à Montpellier l'après-midi. Merci Marlène, on se retrouve à 19h30 pour les titres. Je m'en vais. Allez-y. On enchaîne avec Valérie Salle qui est là et également Sébastien Gara qui nous rejoint. Il est kitesurfer sur le circuit PKRA, mais vous allez m'expliquer ce que ça veut dire. Sébastien Gara, c'est le meilleur français, champion du monde sur l'autre circuit. L'autre circuit avant KPWT. L'autre circuit avant, oui. KPWT. Maintenant, il est sur PKRA depuis environ 3-4 ans maintenant, Seb. Depuis 2008, ouais. 2008, voilà. Et donc, c'est le 16e mondial du vent. Avec Valérie Salle. Allez, là on a quelques images quand même. On peut envoyer des images. On va voir, il y a le teaser. Mondial du vent, on va se régaler. Ça démarre quel jour ? Samedi 7 avril. Samedi 7 avril, voilà. Donc 9 tout jours, ça le 4. Jusqu'au 15. Jusqu'au 15, regardez, voilà. Alors c'est l'événement, on va dire national, c'est le plus gros événement en la matière au niveau de France. Donc il y a l'épreuve phare, c'est justement le PKRA avec notamment le freestyle. Oui, donc l'épreuve phare, c'est l'étape de Coupe du Monde de kitesurf qui commence samedi. Seb, je crois que ça fait presque 5 ans qu'il est sur cette épreuve-là. C'est les meilleurs mondiaux qui sont là pour faire des épreuves de freestyle en bord de plage notées par des juges. Voilà, donc on a tous les meilleurs. On a Yuri Zoun, Sébastien Gara, Alex Pastor, mais aussi des femmes. Il y a les femmes, et puis il y a les deux Hollandais volants, Yuri Zoun, Kevin Angeri qui revient après une blessure. S'était blessé l'année dernière, donc cette année il revient. Donc il y a les deux Hollandais fous. Ouais. Et puis il y a aussi les femmes avec Gisela Pouledo et Bruno Kagia. Voilà, donc ça c'est la première partie pour l'étape de Coupe du Monde de kitesurf qui vient chaque année. La tramontane est annoncée à partir de samedi. Donc voilà. Ça attaque juste samedi et ça s'arrête. Non, en fait, la tramontane arrive vendredi pour qu'il s'échauffe et puis samedi on court. Ça promet en tout cas un beau plateau, parce qu'avec des conditions comme ça, une trame, en général, ça envoie pas mal à l'E4. Le principe de l'E4, c'est que dès qu'il y a de la trame, les coureurs peuvent faire les figures en bord de plage. La trame, c'est la tramontane. Voilà, ce qu'on veut dire, c'est que c'est bien pour les spectateurs. C'est-à-dire que pour les spectateurs, ils sont très près des sauts. Donc ils pourront voir, il y aura un spectacle magnifique. Voilà, c'est ça. Les sportifs font les figures en bord de plage, même des fois au-dessus des spectateurs. Et repartent après. Donc c'est très bien pour nous. On est content que la météo soit plutôt positive. Et justement, pour finir sur ce PKRA,
il y a eu première épreuve au Maroc ce week-end. Seb, il en revient, hein, justement. J'en viens tout juste du Maroc. Ouais, du Maroc, il y a 8 étapes sur l'année. Donc, il n'a pas une vie facile, hein, Seb. Bah, c'est dur, hein, j'ai dormi à Casablanca cette nuit. Et il est là aujourd'hui. Ça s'est pas trop bien passé, là. Et donc, vent un peu léger, c'était pas mes conditions de prédilection. Donc, j'ai terminé 13e, un peu déçu de ce début de saison. Donc, c'était juste la première étape. Et on enchaîne directement à partir de samedi, donc à l'E4 pour le mondial du vent. Là, on aura des conditions plus costauds que j'affectionne particulièrement. C'est comme à la maison. Et votre objectif, Seb, c'est quoi? L'objectif, là, c'est de tenter un podium là, sur l'événement. Votre meilleure place, c'est 5e là-bas, hein, à l'E4, je crois. Hein. Le 4 PKA, ça doit être 5e. Ouais. 5e. Ouais. D'accord. Valérie, alors il y a le PKRA et puis il y a aussi l'Orange Speed Crossing. Alors ça, c'est une épreuve qui vous tient à cœur. Hein. Bah oui, c'est nous qui l'avons créé. Donc c'est l'Orange Speed Crossing, c'est le défi, les planches contre les kites. Donc il y a une trentaine. Sur les images que l'on voit, hein, tout près du bord de l'eau. Oui, tout près du bord de l'eau. Donc c'est 30 compétiteurs de kite qui s'affrontent contre 30 compétiteurs de windsurf. Alors qui gagne alors, Sébastien? C'est les kites ou alors ça, c'est notre discipline. Ça, c'est plus de la vitesse pure. Moi, je fais une discipline un peu plus spectaculaire. C'est les figures. Alors, moi je fais pas ça, je fais pas le c'est d'autres compétiteurs. En principe, normalement, le kite va plus vite puisqu'il a le record du monde toute catégorie à 55,93. Donc, il a même battu tous les bateaux. Donc, dans un canal parfait, le kite va plus vite. Maintenant, en fonction des conditions, s'il y a des clapots, s'il y a des vagues qui gênent les kites, si le run est trop abattu ou pas assez abattu, le windsurf peut être devant. Voilà. En fait, sur courte distance, le kite va plus vite, mais sur plus longue distance, les windsurfers, en plus, d'autant plus qu'il y a Anthony Albo qui sera là. Antoine Albo qui sera là. Mais donc on a eu beaucoup de demandes pour cette épreuve. On avait décidé de limiter à 30 et finalement on finit à 50 pros. Donc on est aussi content que ça se passe bien et qu'on ait cette épreuve de tramontagne. Les gens vont pouvoir passer en bord de plage à presque, la semaine dernière, 52, 45, 52. Alors beau plateau hein, sur ces épreuves de vitesse puisqu'il y a Antoine Albo en planche. Il y a aussi Alexandre Kézergue en kitesurf, Rob Douglas, recordman du monde de vitesse. Tout à fait, les Américains qui arrivent là, je pense qu'ils vont arriver après-demain. Ils sont tous là, tout le monde est là. Plus Charlotte Consorti. Charlotte Consorti aussi, il ne faut pas oublier, et notre Montpelliéraine aussi. Oui. Donc on donne rendez-vous tout le monde à partir de ce samedi à l'E4. Vous prenez congé pendant une semaine, vous allez au 4 pour voir les surfeurs, les 4 surfeurs, Sébastien notamment. On plonge. On va sous l'eau là. On fait la pub ou quoi? On fait l'apnée. Mais on revient après. Non, on fait l'apnée. Ah, l'apnée, oui, on fait l'apnée. Oui, à Nîmes, ce week-end. L'apnée, alors on a retrouvé le reportage. Voilà, il y avait Guillaume Néry, le champion du monde d'apnée. On regarde un reportage de Nicolas Pinchino. Pas de record à Nîmes dans les eaux bleues de Nemosa, mais des performances personnelles dans les deux disciplines représentées. L'apnée statique où seule la durée d'immersion compte et l'apnée dynamique, cette fois c'est la distance parcourue avec ou sans palme qui sera retenue. Dimanche matin, en statique, c'est Régis Caron qui signe la meilleure perf avec une apnée de 7 minutes 24. Normalement, je tourne entre 7 et 7,30 régulièrement à l'entraînement. La piscine est magnifique, très sympa et voilà, l'eau était à la bonne température et on s'est régalé. L'après-midi, Guillaume Néry, le champion du monde en titre, prendra la 3e place avec 183 mètres parcourus sous l'eau. La meilleure perf est signée par le Marseillais Morgan Bourchis avec 208 mètres. Côté féminine, c'est Alice Modelot qui réalise la meilleure prestation. Déjà le matin, elle prenait le 3e temps en statique et 5 minutes 06. L'après-midi, en dynamique, elle s'impose avec 108 mètres, se rapprochant de son record personnel. J'ai un record de France qui est à 173 mètres. Donc là, je me rapproche de très près de mon record. Donc c'est pas facile. On commence à être dans des zones un petit peu douloureuses. Enfin, douloureuses physiquement, mentalement, c'est dur. Mais on est une super satisfaction qui en revient. Du côté des Nîmois, on retiendra la perf de Guillaume Estève en statique avec un temps de 5 minutes 05. Chez les filles, Karine Bergamy bat son record personnel en dynamique après une apnée de 107 mètres. C'est ma meilleure perf parce que j'ai commencé l'apnée il y a 1 an et demi, donc c'est tout récent et j'avais jamais fait une perf comme ça dans un bassin de 50 mètres. Mon max c'était 100 mètres il y a de ça un mois dans un bassin de 25 mètres, donc voilà. C'est bien. Allez, on enchaîne, on marque une nouvelle courte pause. On se retrouve avec tous nos invités. Il y a encore plein de choses à dire, notamment sur le 4 et peut-être en invité spéciaux les patineurs à le 4. À tout de suite.